La Bretagne construit ses autoroutes du numérique, un réseau en fibre optique qui permettra à tous les Bretons de se connecter à l'Internet à très haut débit d'ici à 2025. Mais le chantier prend du retard. Certaines communes rurales doivent se contenter d'une connexion lente alors que les grandes villes sont hyper connectées. Alors comment éviter la fracture numérique que peut apporter l'Internet à très haut débit aux communes rurales et quel sera l'impact sur l'économie régionale ? C'est l'heure du débat. Et nos invités pour ce débat sont Loïc Chenet-Girard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du Conseil régional, bien sûr, mais c'est peut-être moins connu, vous êtes également président du syndicat mixte Mégalis Bretagne, la structure qui pilote le déploiement du très haut débit dans notre région. Stéphane de Salier-Dupin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller régional au sein du groupe Droite et Centre de Bretagne, et à ce titre, opposant à monsieur Chenet-Girard. Thomas Renaud, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, directeur du projet Bretagne très haut débit à Mégalis. Et bonjour à vous, Pierre Jacobs. Bonjour. Directeur Grand Ouest donc, de l'opérateur Orange. Orange, partenaire privilégié dans ce projet de Bretagne à très haut débit. Nous accueillerons également sur ce plateau Patrick Lijour. Patrick Lijour est vice-président de la communauté de communes du Crez-Breizh. Il est chargé des dossiers du numérique. Et bonjour à vous, Loïc. Bonjour. Loïc Schwartz, bien sûr, est avec nous. Son coup de crayon est plus rapide que le faisceau lumineux d'une fibre optique. Ses dessins éclairent notre débat et ça commence tout de suite. Certains vont se reconnaître sur ce plateau. La région, les communes, Mégalis et Orange, c'est l'attelage qui veut amener la Bretagne dans l'ère du numérique. Ils sont tous sur ce plateau pour répondre à nos questions. Alors après les routes et les voies ferrées pour faire circuler hommes et marchandises, il y a eu le réseau téléphonique pour faire circuler l'information. Aujourd'hui, la construction d'un réseau en fibre optique dans notre région, c'est le grand programme d'infrastructure de ce début du siècle avec une promesse, l'Internet à très haut débit pour tous. Et alors, on en fait quoi ? C'est la question que nous vous avons posée. Le très haut débit, pourquoi faire ? Bonne question. Je pense que de toute façon, nous, on utilise beaucoup Internet dans nos métiers maintenant, de plus en plus actuellement. Donc, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur Internet pour tout notre travail quotidien. Donc on serait, c'est aussi bien d'avoir le très haut débit tant qu'à faire. Déjà pour nous en tant qu'entrepreneurs et artisans, commerçants, ça serait bien que effectivement le haut débit soit présent sur l'ensemble de la Bretagne et peut-être pas uniquement dans les gros pôles métropolitains. Ça serait intéressant pour nous qui habitons à quelques trentaines de kilomètres des grandes villes comme Rennes ou Nantes. En tant que professionnel, moi ça me manque d'avoir le haut débit dans ma petite commune, effectivement. Alors je suis à la tête d'une école qui utilise ce très haut débit. Par exemple, nous sommes en lien avec Nantes, nous avons 2 sites pour cette école et en fait nous sommes en visioconférence régulièrement et pour éviter les déplacements, on veut développer la visioconférence. Et un des éléments qui nous manque aujourd'hui, c'est le très haut débit pour avoir une qualité optimum de liaison entre les 2 établissements. Donc c'est un outil très utile pour nous, pour pouvoir communiquer tant avec Nantes d'ailleurs qu'avec Brest, parce que je travaille aussi avec l'université de Brest. Moi j'habite Rennes même, donc non, parce que j'ai déjà une bonne couverture. Donc personnellement ça ne changera pas grand-chose pour moi, voilà, parce que je ne suis pas éloignée, mais je suppose que pour des gens vivant en périphérie de Rennes, ça peut changer effectivement quelque chose. Bon, voilà un petit peu pour l'esprit des gens que nous avons rencontrés donc, ce matin. Loïc Chenet-Girard, pourquoi se lancer dans la construction d'un réseau régional en fibre optique ? En quoi cette infrastructure, finalement, est-elle indispensable ? Le constat, il est simple. De plus en plus, nos concitoyens, dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de salariés, dans leur vie d'étudiants, ont besoin de la fibre, ont besoin d'un très haut débit au niveau numérique. Le réseau, il se déploie naturellement dans les zones denses, dans les centres urbains, dans les métropoles, à Paris. Et il ne se déploie pas naturellement dans nos campagnes.
dans nos villes moyennes, dans nos petites villes. D'où l'intervention de la Le région. choix que nous avons fait, c'est d'effacer cette fracture numérique. Et pour effacer la fracture numérique, le choix que nous avons fait avec les communautés de communes, avec les départements, c'est de déployer la fibre optique partout en Bretagne pour l'ensemble des prises bretonnes. Alors Stéphane de Salier-du-Pin, vous participez aussi au sein de Mégalis Oui, je travaille au conseil syndical. On peut parler d'un consensus parmi les élus de tous bords sur la nécessité de ce projet. A-t-on mais vraiment besoin, selon vous, de ces autoroutes numériques? Est-ce que ce n'est pas surdimensionné, cette fibre optique, par rapport aux besoins? Pardonnez-moi, mais lorsqu'on est à Rennes, on écoutait Madame tout à l'heure, nous dit « moi, j'en ai pas besoin ». Lorsqu'on est dans le territoire, à Liffré, Monsieur le Président, chez moi à Lamballe, en centre-Bretagne, c'est absolument vital. Le métier de Mégalis, c'est l'aménagement du territoire. Ce n'est pas le déploiement de la fibre. C'est l'aménagement du territoire par le développement de la fibre. L'enjeu, c'est l'équité entre les territoires. Une fois qu'on a dit ça, et là-dessus nous sommes d'accord, les questions qui viennent sont concrètes. On a du retard, on a un calendrier qui flotte pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que la technologie évolue et parce que les besoins et les contenus mis sur Internet évoluent. Et puis, on a des questions, on en parlera j'imagine, de prix, qui sont des questions importantes, parce que nos collectivités mettent beaucoup de sous dans cette affaire, prix qui diffèrent d'une collectivité à une autre, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais sur cet aspect, voilà, on parle d'autoroute du numérique. Finalement, quand on écoute beaucoup de gens, on pense beaucoup au loisir, téléchargement de films, des choses comme ça. Est-ce que ça a un sens de le dépenser autant d'argent, comme on va le voir, pour avoir ces autoroutes-là? Je vais vous donner un exemple concret. Moi, dans une commune de mon secteur, commune rurale, lorsque une jeune famille, avec des jeunes enfants, se propose de construire, vont voir le maire et lui disent où est le collège-lycée le plus proche, où est le supermarché le plus proche, est-ce que vous avez le très haut débit? Voilà, c'est tout. Et la décision, elle se fait sur ce type de critères. Pas exclusif, mais ça participe des choses. Et quand vous dites à vos ados que le très haut débit, c'est 2030, les miens, j'espère qu'ils sont polis, qu'ils me répondent poliment, mais je devine ce qu'il y a derrière la tête. Alors, on va revenir sur ce calendrier et sur cet aspect aménagement du territoire. Peut-être d'abord rappeler de quoi on parle finalement. Je me tourne vers vous, Thomas Renaud. C'est vrai qu'on est familier des technologies ADSL. La fibre, on se rend un petit peu moins compte. Alors déjà, la première question, ce serait comment définiriez-vous le très haut débit? Et puis, finalement, est-ce que c'est beaucoup plus que la DSL? Alors, le très haut débit, c'est effectivement une définition qui peut être variable en fonction des acteurs. La Commission européenne, par exemple, définit le très haut débit à partir de 30 mégabits par seconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des mégabits par seconde? C'est la façon dont on calcule la vitesse de connexion. C'est la façon dont on calcule la vitesse des informations envoyées. 30 mégabits, ça veut dire que vous pouvez déjà faire un certain nombre d'opérations avec cela. Je peux regarder un film en streaming. Un film en streaming et en même temps télécharger depuis une tablette et travailler en même temps. D'accord. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, l'intérêt de la fibre optique, c'est qu'on ne connaît pas les limites en termes de débit de cette infrastructure. Et ça permettra bien évidemment de répondre aux besoins d'aujourd'hui, de certains territoires, mais aussi des besoins de demain, des particuliers et des entreprises sur tout le territoire. Donc le très haut débit, aujourd'hui, 30 mégas, voire 100 mégas, voire 200 mégas, puisque les opérateurs aujourd'hui proposent des offres en fibre optique à partir de 200 mégas, voire beaucoup plus, et une technologie qui permettra d'évoluer dans le temps, et donc une infrastructure pérenne pour l'avenir, pour les besoins de demain. Au sein de Mégalis, vous l'avez mis où cette barrière? Alors le très haut débit, c'est à partir de quoi? 100 mégabits, 200 mégabits? La fibre optique, qui est pour nous la seule solution pérenne aujourd'hui pour apporter du très haut débit à tout le monde, c'est une infrastructure qui permet d'ores et déjà d'apporter 200, 500, voire 1 gigabit par seconde. D'accord. Voilà. Le très haut débit, c'est un minimum 100 mégas, un minimum 100 mégas. Pierre Jacobs, donc la Bretagne a choisi la fibre optique pour son réseau très haut débit. On a parlé de ces fameux débits de téléchargement qui sont impressionnants, mais est-ce qu'il existait d'autres alternatives à la fibre optique finalement, ou est-ce que c'est le seul choix qui s'offrait? Alors le choix de la Bretagne, qui est d'amener petit à petit tout le territoire sur du très haut débit, c'est un choix à la fois audacieux de responsabilité et qui est engageant pour l'avenir, mais qui permettra
comme le disait Thomas Renaud, permettra l'évolutivité des débits, parce que les besoins, retenez que le besoin en data double chaque année. Et alors le data, c'est la donnée. C'est la donnée. Ça veut dire que demain, on regarde peut-être pas tous la télé sur son smartphone, chez soi ou en mobilité. Certainement que dans 10 ans, on le fera. Et puis aujourd'hui, vous avez 5, 6, 7 objets connectés au réseau fixe à la maison. Dans 5 ans, vous en aurez 20 à 25 et vous aurez certainement tous les objets qui ne sont pas connectés aujourd'hui à la maison, qui le seront à l'avenir. Donc on prépare l'avenir avec le FTTH. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est une infrastructure qui certainement est construite pour 50 ans, comme le cuivre téléphonique l'a été dans les années 70-80 avec un grand projet de Delta LP de rattrapage pour la France. Le chantier du FTTH est certainement aujourd'hui le FTTH, c'est la fibre jusqu'à la maison, c'est la fibre optique jusqu'à la maison, ouais, qui avance jusqu'à 500 mégabits aujourd'hui, qui peut déjà, en terrain expérimental, avoir un débit 20 fois supérieur. C'est un réseau ça veut dire que ça n'a pas de limite, qui va répondre aux besoins. Aujourd'hui, on n'en connaît pas les limites, mais on sait déjà que tous les autres réseaux sont limités en débit, comme le câble, et que celui-ci peut évoluer très fortement et est présent pour plusieurs décennies. Alors bien sûr, je dis c'est le réseau d'infrastructures le plus important, mais il est peut-être moins exceptionnel, moins visible qu'un réseau comme un train à grande vitesse ou une infrastructure autoroutière. Et pourtant, c'est celui qui mobilise aujourd'hui le plus de moyens financiers et le plus de moyens humains, et ça va être encore le cas durant les 5 à 10 prochaines années. C'est ça qu'il est important de dire, c'est qu'on reconstruit complètement un réseau. Donc il faut du temps, des moyens, de l'intelligence. Et je dirais considérer que c'est le plus gros chantier d'infrastructure de ce début de siècle. C'est le plus gros chantier. Et puis je dirais, c'est aussi important, pour compléter, c'est aussi important pour les villes que les campagnes. Et ce chantier du très haut débit est loin d'être achevé dans les villes. Pour vous donner une estimation de ce qui existe aujourd'hui en Bretagne. Aujourd'hui, on a à peu près en Bretagne 2 millions de foyers et locaux professionnels à relier au très haut débit à terme. À l'heure actuelle, Orange, dans 55 communes, alors c'est vrai, des grandes villes, mais aussi des villes, un certain nombre de villes plus moyennes, a déjà relié 300 000 foyers et locaux professionnels. Il lui reste encore, puisque notre engagement sur nos fonds privés est d'en raccorder 800 000, il reste encore, dans ce milieu dit urbain, en tout cas le moins rural, à raccorder 500 000 clients. Alors donc c'est un enjeu vraiment très très important pour les prochaines années. Un petit bilan, parce que c'est vrai que là c'est une avalanche de chiffres, et on va le voir, les chiffres sont très impressionnants, mais peut-être d'abord on a beaucoup parlé de Mégalis déjà, je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement ce qu'est Mégalis. Alors pour expliquer le réseau qui est en train de se construire, il est en 2 parties finalement, une publique, une privée, on y reviendra. Pour le réseau d'initiative publique, c'est le syndicat mixte qui pilote le déploiement, donc il s'appelle Mégalis Bretagne, ce syndicat, et regroupe la région, les départements et des représentants des communes de Bretagne. Loïc Girard, quel est l'intérêt d'une telle structure et comment se prennent les décisions au sein de Mégalis ? Mégalis, historiquement, c'était un rassemblement des communautés de communes, représentant les communes, les départements, la région, pour se dire qu'ensemble, il y avait des sauts technologiques à faire pour gérer nos administrations. Des outils que nous déployons et qui existent encore au sein de Mégalis, au service des collectivités. Ensuite, les élus se sont dit qu'il y avait l'enjeu du haut débit pour tous. Et pour répondre à cet enjeu, ils se sont dit que Mégalis, qui était un outil dans lequel nous avions l'habitude de travailler ensemble, était le bon vecteur, le bon outil pour déployer la fibre partout où les opérateurs ne la déploient pas. Et donc nous avons décidé de construire notre réseau. Les collectivités de Bretagne construisent leur réseau, elles seront propriétaires du réseau et elles mettent ce réseau à disposition des FTI, des opérateurs qui viennent apporter des contenus. C'est cela qu'il faut comprendre. Dans les grandes villes où les opérateurs déploient, elles sont propriétaires de leur réseau. Dans tout le reste de la Bretagne, plus d'1 million de prises, c'est Mégalis et donc les collectivités de Bretagne qui sont propriétaires de cet actif, de ce réseau. Quand on voit justement les régions, départements, les communes rurales, ça fait beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on arrive finalement à prendre... Est-ce que c'est pas un super machin un peu kafkaïen, Mégalis Est-ce qu'on arrive à finalement prendre des décisions? Comment on arrive à se coordonner tous ensemble? 64 membres, 59 communautés de communes, 4 départements, une région. Et je peux vous assurer que ces 54 membres, ils discutent ensemble tout le temps. La région, les 4 départements, les 59 intercommunalités, qu'elles soient communautés de communes, communautés d'agglomération, métropole, discutent ensemble en permanence. Nous sommes capables ensemble de trouver des solutions et nous avons à l'unanimité trouvé
des accords sur la vitesse de déploiement et l'organisation du déploiement en tranches, tranche 1, tranche 2, tranche 3, et ce qui fait causer aussi le décalage dans le temps. Nous avons une année de retard sur le déploiement et effectivement, il y a des enjeux demain pour accélérer et pour faire en sorte de répondre aux enjeux. On va revenir à cet aspect-là, mais quel poids finalement peut avoir un élu d'une commune, de la région, dans les décisions d'une telle structure ? C'est une vraie difficulté pour l'élu de la commune. Qu'il y ait la nécessité de travailler ensemble à l'échelle bretonne, ça paraît une évidence. Simplement, par le phasage, alors moi je suis un petit nouveau dans Mégalis, donc je n'ai pas participé au Mégalis d'avant. Dans le phasage, on a la difficulté suivante, c'est qu'on demande... Alors le phasage, on est d'accord, c'est-à-dire le calendrier, tout simplement. Quand est-ce que, concrètement, dans ma commune, j'aurai le FTTH, pour reprendre l'expression, la fibre à la maison ? La difficulté est la suivante, c'est que ce phasage est long, il va initialement jusqu'en 2030, et qu'on demande aux intercommunalités de désigner les territoires qui auront avant et les territoires qui auront après. Donc on demande aux maires de dire, écoute, chez toi ça peut attendre, on va commencer par chez un tel. C'est une vraie difficulté parce qu'une nouvelle fois, la pression est là, la demande est là, le besoin est là. Mais comment faire autrement ? Est-ce que c'est de la bonne démocratie ? Il faut que nous trouvions une forme d'agilité, c'est-à-dire que on ne peut plus être dans le plan du XXe siècle. Le gosse plan que disaient certains. Il faut réussir à planifier, mais de façon beaucoup plus agile. Et le besoin est de plus en plus évolue de façon de plus en plus rapide. Les contenus évoluent très rapidement. Les contenus, à partir du moment où la majorité, c'est en gros les urbains, auront la fibre, les contenus nécessiteront des débits plus importants. Et donc, ce à quoi l'usager pourra accéder en milieu rural sera restreint. Il y a un certain nombre de choses, les contenus ne le permettront plus. Donc, il faut aller plus vite. C'est une évidence. Et il faut que ce plan, et c'est toute la difficulté de Mégalis, mais on y travaille, soit plus agile, plus souple, et que nous ayons des propositions très concrètes pour ceux qui ne sont pas retenus dans les premières phases. Alors peut-être pour se représenter l'ampleur du chantier, pour équiper la Bretagne en fibre optique, il faut plus d'1,6 million de lignes. Mégalis Bretagne se charge donc d'en financer 900 000 environ, c'est 58% du réseau. Principalement dans les zones rurales, on l'a dit, les 42% du réseau restant sont les opérateurs privés qui s'en chargent. C'est près de 700 000 lignes, tout de même, principalement dans les grandes villes et les agglomérations. Quelle logique a poussé à cette répartition des tâches, finalement ? Est-ce qu'on n'a pas voulu, finalement, alors ça va vous faire tiquer, Monsieur Jacobs, mais est-ce qu'on n'a pas voulu, avec Internet, là, éviter le phénomène zone blanche qu'on a eu avec le téléphone portable ? Parce que le téléphone portable, tout ce qui est réseau téléphonique, ça a été confié aux opérateurs privés. Aujourd'hui, on a quand même des zones blanches, parce que les opérateurs ne sont pas venus, ce n'était pas suffisamment rentable. Est-ce que finalement, vous n'avez pas choisi de donner les grandes villes aux privés pour s'assurer sachant qu'ils investiraient là, et le public s'occupe des communes rurales pour s'assurer qu'il n'y ait pas de zone blanche. Vous prêtez au président de région un pouvoir qu'il n'a absolument pas. Les gouvernements successifs, donc on peut dire les gouvernements successifs, comme ça on ne fâchera personne, ont fait un constat avec l'ensemble des opérateurs, c'est qu'ils avaient la capacité de déployer seulement dans certains territoires de France. Ou en tout cas, ils ont accepté que les opérateurs, de par le modèle d'aujourd'hui, ne déploie que dans certaines zones où les choses sont rentables et finançables par l'opérateur. Et après, c'est tout. Et ensuite, nous, en Bretagne, on s'est dit qu'il était impossible de laisser une fracture territoriale se creuser. Et donc, les collectivités de Bretagne, la région en tête, nous avons dit que nous allions fibrer tout le reste. C'est ce que nous appelons le réseau Mégalis. Et à terme, tous les citoyens seront couverts par la fibre en Bretagne. Et je vous assure que nous sommes une région en tête par rapport aux autres régions de France. Et pour revenir sur les propos de M. de Silly-Dupin, il ne faudrait pas penser qu'il y a des agglos des métropoles dans lesquels c'est merveilleux et des territoires dans lesquels c'est le désert numérique. Si je prends l'Embal Agglo que je connais bien, l'Embal Agglomération Terre et Mer. Comme ça ? Nous ne sommes pas communauté d'agglomération, mais c'est pas l'Embal Communauté Terre et Mer. Aujourd'hui, l'Embal Communauté Terre et Mer, c'est 70% de haut débit. Ce n'est que 40% de très haut débit. Il faut continuer à avancer. Mais déjà, 70% de haut débit. C'est pas... On rentre dans l'Embal Communauté Terre et Mer et c'est le désert. Et bien heureusement. Et il faut qu'à la fin du mandat, on puisse être à 80, à 85% de haut débit, tendre vers les 100% et puis faire monter le très haut débit. C'est cela l'enjeu et il faut le faire dans les grandes villes de l'Embal Communauté
et la ville de Lamballe, bien entendu, et dans les territoires ruraux. Et après, le choix démocratique avec les élus du territoire, c'est de faire le calendrier et de choisir effectivement les territoires qui seront desservis en premier. Alors, on se heurte à une nouvelle réalité. Ce sont les déclarations du gouvernement. Le président de la République, lors de sa campagne électorale, avait mis, de façon assez judicieuse d'ailleurs, le très haut débit au cœur de la campagne. Avec des ambiguïtés entre très haut débit, fibre, voilà, on parlait de débit confortable à l'époque. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit clairement, le haut débit, 8 mégabits secondes, en 2020, pour tous, le très haut débit qualifié à 30 pour 2022, et la fibre pour tous en 2025. Je rappelle notre calendrier, c'était les propos de Julien de Normandie dans l'hémicycle à l'Assemblée. Nous, c'est 2030. On voit les décalages, on voit ce que vous faites, monsieur, en Mayenne. En Mayenne, 2021, l'ensemble du département est fibré. 100 000 prises. Certes, mais l'ensemble du département, dans une structure départementale où je veux dire, il y a des correspondances. L'habitat est dispersé, on a des choses qui se ressemblent. 2021, si demain j'ai des choix d'implantation entre, ne serait-ce qu'à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, c'est un élément. Donc je reste convaincu que dans cette affaire, il faut changer de braquet, il faut changer de vitesse. Mayenne, 100 000 habitants, Bretagne, 100 000 prises, pardon. Mayenne, 100 000 prises, Bretagne, 1,6 million de prises. Les territoires sont en concurrence. Mais j'entends bien, et je suis prêt à relever le défi, mais nous serons au rendez-vous, et vous verrez qu'à la fin du mandat, nous serons en haut débit à 90%, en très haut débit à 70-75%, 2021, et ensuite nous allons continuer à déployer pour faire en sorte que toute la Bretagne soit fibrée. C'est l'enjeu, pour tous. Et je suis convaincu que c'est trop tard. J'en ai l'intime conviction. Je tiens quand même à faire une précision. C'est que quand on dit que l'ensemble du territoire aura accès à la fibre jusqu'à la maison à l'horizon 2030, ça veut dire que pour un certain nombre de foyers, le réseau cuivre actuel Télécom, qui permet l'ADSL mais aussi sa version rapide, le VDSL, va continuer à œuvrer. Il fait l'objet de notre part encore d'investissements lourds. Ce réseau cuivre, il n'est pas abandonné. Et juste pour vous donner un repère, plus de 90% des foyers en Bretagne ont accès à la télé, ont un débit supérieur à 4 mégas. Presque 40% des foyers ont l'ADSL à grande vitesse, le VDSL, qui est bien supérieur à 30 mégas. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de foyers qui n'ont pas encore la fibre ont un débit tout à fait correct, qui correspond aux besoins actuels et on va dire des 5 prochaines années, et qui sera certainement insuffisant à l'horizon 2030. Mais nous n'oublions personne, et je crois qu'à la fois des opérateurs privés, l'initiative privée d'Orange, et l'initiative publique, très forte en Bretagne, et j'allais dire, même si ce débat peut-être ne le démontre pas complètement, assez œcuménique, c'est-à-dire que toutes les collectivités ont décidé de partir ensemble, quelle que soit leur étiquette politique, pour éviter que ces deux zones, ruralité et zone urbaine, n'avancent pas de façon parallèle. Et je crois qu'on doit trouver un système qui permet à la fois à la ruralité et à la fois aux villes d'avoir le haut et le très haut débit au même moment. Si vous me permettez de rebondir en 30 secondes, mon département, les Côtes-d'Armor, 40% de la population ne sera pas couverte par la fibre en 2023, elle sera donc couverte entre 2023 et 2030. Nous souhaitons... Ces parties du département ont accès ou pas au haut débit? Oui, 80% sera en haut débit à la fin du mandat. Alors, il faut, là, de ce point de vue-là, Pierre Jacobs. C'est la question de la montée en débit. Et dans ce département singulièrement, la montée en débit ne s'est pas faite dans les conditions des autres départements. Donc, il y a un effort à faire à compter pour les communes qui sont programmées de 2023 à 2030, de façon à ce que le débit qui leur est proposé soit suffisant pour une pratique qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais bien celle de demain, quoi. Alors, on comprend le sentiment d'urgence, d'attente. Juste pour se redonner quelques repères, point de vue financier, ce réseau d'initiatives publiques, donc, qui est construit par Mégalis, comporte plus de 900 000 lignes, on l'a dit. Le coût de l'opération est estimé à 1,8 milliard d'euros. L'État, l'Europe, la région, les départements, les communes cofinancent l'opération. Luc Chenet-Girard, c'est un pari économique aussi, parce que la région est propriétaire de son réseau, vous l'avez dit, elle le loue à Orange. Au vu des sommes engagées, à quand estime-t-on le retour sur investissement ?
Alors, elle le loue à Orange aujourd'hui et j'espère que demain elle le louera à l'ensemble des autres opérateurs, puisque je rappelle que ce réseau est ouvert à tous les opérateurs. L'objectif, il n'y a que c'est Orange de qui a faire... le courage de venir pour le moment. Les autres, je n'en doute pas, L'objectif est de faire verront venir qu'ils le sont en maximum retard. d'opérateurs. C'est important de le redire. Et ce réseau est loué par les collectivités qui engrangent des recettes, mais là, effectivement, il faudra plus d'un mandat pour retrouver les sommes que nous sommes en train d'investir. Est-ce 1,8 qu'on a milliard, une idée c'est le TGV. TGV sur la partie travaux Bretagne. C'est considérable. Mais c'est pour chacune et chacun des Bretons, et c'est pour faire en sorte qu'à terme, nous ayons un réseau qui soit le même partout en Bretagne. Le très haut débit, ça veut dire l'effacement, encore une fois, de la fracture numérique. Faire en sorte que vous soyez à Pouldreuzic, à Dourdin, à Rennes ou à Brest, d'avoir le même niveau de débit. Avec la complexité suivante, je préfère ramener le prix à la prise. Ça me semble plus parlant pour les gens. Les sommes sont faramineuses globalement. Si on ramène à la prise, c'est-à-dire la connexion qu'on amène chez vous, on est sur 2 000 € la prise, c'est ce qui avait été estimé. En moyenne. En moyenne. Plus cher à l'emballe. C'est important. C'est important. Mais d'autres régions sont sur des régimes nettement moins chers. Les Hauts-de-France sont, selon l'état des informations, à 650 € de la prise avec... Peut-on comparer sur ces coûts les régions ? Mais je pense qu'il y a un moment où c'est le contribuable qui paye. Le contribuable qui paye, est-ce qu'il est normal qu'il paye plus cher en Bretagne que dans les Hauts-de-France ? C'est une vraie question. Moi, je veux répondre. Si vous comparez les Hauts-de-France à la Bretagne, vous comparez un territoire dense, l'île et l'ensemble de l'agglomération lilloise par rapport à la Bretagne, qui est un territoire de hameaux, de lotissements et de zones peu denses. Donc vous pouvez comparer, tant que vous voulez, les deux territoires en disant que les Bretons ne sont pas bons en faisant des prises à 2 000 € et que les Hauts-de-France sont super bons parce que Xavier Bertrand est super fort parce qu'il fait des prises à 600. Mais si vous comparez les territoires, vous comprenez la différence. Donc là-dessus, attention, est-ce que les et pas de Bretons doivent démagogie. payer plus cher que les autres ? C'est la seule question. Mais c'est le coût du réseau. Est-ce que c'est les le coût du Bretons réseau. doivent payer plus cher que les autres ? Mais enfin, Alors, C'est une vraie question d'organisation du déploiement. Hein, mais bon. on a demandé aux internautes ce qu'ils pensaient justement de ce calendrier de déploiement. Je vous propose de regarder leurs réponses. La question était simple, hein. Le THD, le très haut débit en 2025, est-ce un calendrier raisonnable ? Vous pouvez voir leurs réactions. Parmi ces réactions, Thomas Renaud, il y en a une qui m'interpelle. Hein. Cette personne qui dit qu'il faut déployer ce réseau maintenant et dans les 2 ans. Que faudrait-il faire pour y parvenir ? L'enjeu, il est industriel. Hein. On se heurte aujourd'hui à 2 principales difficultés. Une difficulté donc industrielle avec des moyens humains et matériels à mettre en place qui sont extrêmement importants pour la création d'une nouvelle infrastructure complète. Hein. Comme on l'a dit, il n'y a pas eu de réseau de ce type-là déployé depuis des dizaines d'années. Donc il faut former des gens. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Bretagne avec des centres de formation aujourd'hui qui sont mis en place. Il faut donc des entreprises, du matériel, et ça prend beaucoup de temps à construire cet outil industriel. L'autre point qui rend le temps long, en termes de déploiement, c'est qu'on se heurte aussi à certaines difficultés administratives, tout simplement. On a 50% du linéaire du réseau qui sera en rural et en aérien. C'est-à-dire qu'on suit aujourd'hui le parcours du réseau téléphonique. Donc on réutilise les infrastructures existantes, les poteaux du réseau téléphonique. Et un certain nombre de ces infrastructures aujourd'hui sont gênées, par la végétation. Et donc il faut procéder à l'élagage de ces arbres et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc autre exemple de sujet administratif. J'y pense, ce problème d'élagage. Beaucoup finalement de lignes vont être aériennes, de fibre optique. Est-ce que ça pose pas un problème de sécurité finalement du réseau, parce qu'on est dans une région quand même où les coups de vent sont assez fréquents, on voit les lignes téléphoniques fréquemment, il faut les réparer. Est-ce que finalement ces lignes aériennes, on va pas être confronté au même problème? Je me sens un peu concerné parce que comme l'a dit Loïc Chenégira, on va avoir pendant 17 ans la responsabilité d'exploiter ce réseau. Donc effectivement, on souhaite, au-delà des aspects seulement de respect réglementaire, on souhaite que ce soit un réseau fiable. Il n'y a pas de raison qu'une technologie sur des poteaux ne soit pas aussi fiable qu'un autre réseau. On l'a déjà vu pour le cuir, en tout cas. De toute façon, j'entendais ce débat sur le prix, auquel je voudrais dire un mot. De toute façon, personne n'a les moyens dans un pays où l'habitat est dispersé comme en France, et c'est encore davantage vrai sur le territoire breton, d'enterrer
l'ensemble des réseaux télécoms et autres réseaux. Donc on sait que cet enjeu n'est pas possible. Donc sur les poteaux, parfois d'ailleurs en replantant des poteaux, c'est ce qui prend du temps pour assurer justement la sécurité du réseau et aussi ses aspects réglementaires, ça prend un peu de temps. Donc le prix, j'allais dire, je me permets juste de dire ça, en termes de réseau d'initiative publique, le territoire breton est un de ceux qui est les plus avancés de France. On peut se baser sur des prix théoriques, sur des prix qui ont été ouverts à des marchés, mais moi, notamment la région qui a été citée tout à l'heure, n'a pas de clients aujourd'hui puisque son réseau n'a pas été ouvert à la commercialisation. Avec l'Auvergne, la Bretagne est le plus avancée et celle qui a le plus de foyers raccordés en milieu rural. Donc je pense que nous faisons l'expérience aussi, comme l'a dit Thomas Renaud, nous faisons l'expérience des problématiques d'élagage, d'amiante, parfois de protection des architectes des bâtiments de France, parce que nous sommes aussi parmi les territoires pionniers. Et le prix aussi s'ajustera certainement au fil du temps parce que, j'allais dire, l'estimation qui a été faite, l'opérateur qui construit, celui qui exploite, a un objectif, c'est de construire au plus bas coût pour son client. Et donc, on verra... On peut estimer aussi, oui, qu'avec l'évolution technologique, le prix redescend. Peut-être que la fibre optique en tant que telle... paye. 485 € par prise. Après, il faudra peut-être la fibre optique en tant que telle est un matériel aussi rare, hein, et je l'ajouterais, ça, ce que dit M. Renaud, les pays qui se lancent dans le FTTH ont besoin de produire la fibre optique. Et la fibre optique aussi ne pourrait pas suivre un rythme tel qu'il a été dit tout à l'heure, comme le disait, mais je peux comprendre cette attente très forte, hein, de tout déployer en 2 ans. Hein. Loïc Chenet-Girard, si jamais ce prix des prises, ce prix du déploiement venait à baisser, est-ce qu'on aurait des compensations pour ces communes qui se sont déjà engagées sur un prix peut-être plus élevé auparavant ? Vu que tout le monde est autour de la table et que nous avons la transparence des prix, je ne doute pas qu'à un moment donné, il pourrait y avoir ce débat. Mais l'enjeu prioritaire, c'est de déployer. Et là, tout le monde est d'accord. L'enjeu prioritaire, c'est d'avancer. Nous avons fait le choix de déployer une prise en campagne pour une prise en ville. Cela pèse aussi sur les coûts. Quand vous allez dans les territoires les plus ruraux, il faut quelquefois déployer 1 km, 2 km de réseau pour atteindre 3 maisons, 5 maisons. Si nous avions fait le choix de couvrir d'abord toutes les villes de plus de 10 000, puis toutes les villes de plus de 5 000, puis toutes les villes de plus de 2 000, nous serions vraisemblablement dans un coût à 400, 500, 600 € la prise. Là, on se prend du coût au kilomètre, si vous me permettez l'expression, qui est assez conséquent. Rendez-vous dans quelques années. Le réseau appartient aux communes, aux communautés de communes, aux départements, à la région. Nous sommes propriétaires de cet actif. Si à un moment donné, il reste des moyens, des capacités et qu'il faut réorganiser les choses financièrement, je crois que ce sera un sujet pour personne. Le seul enjeu, c'est de déployer rapidement, le plus rapidement possible. C'est d'accélérer le calendrier. Ouais. On va faire un petit point. Déjà, ils sont 15 000 foyers, entreprises, établissements publics bretons qui sont actuellement raccordés au réseau régional abonnés. À très haut débit. Abonnés, c'est 15 000, pas 10 000. Abonnés. On voit bien l'emballe. En 2015, la commune rurale de Gare, en Ille-et-Vilaine, fut l'une des premières à voir son débit Internet décoller, suscitant de nouveaux espoirs de développement. On regarde ce reportage. C'est une petite commune rurale à une demi-heure de Rennes. Gare compte 1347 habitants et seulement 2 commerces. Le café de la Poste, c'est un peu le cœur du bourg. Les anciens s'y attardent devant un café, tandis que Christiane, la patronne, s'affaire à distribuer pain, galettes ou tabac. Niché dans l'arrière-boutique, un ordinateur connecté à Internet. C'est indispensable puisqu'il faut passer toutes les commandes. Moi, je passe ma commande de tabac, la presse, les timbres. J'ai le drive aussi pour le dépannage épicerie, donc c'est indispensable. Mais quand on habite en campagne, la connexion Internet est souvent de piètre qualité. À Gare, le problème a été résolu il y a 1 an avec cette armoire. Elle est reliée au réseau de fibre optique de Sens de Bretagne, situé à 4 km de là, et fournit aux abonnés une connexion à haut débit, un atout pour la commune. L'important est de pouvoir offrir ce que nos amis du Pays de Rennes offrent à leurs entreprises, c'est-à-dire un débit Internet équivalent à ce que peuvent avoir le Pays de Rennes. Et du coup, les entreprises commencent à lever la tête et à regarder sur notre pays, puisque nous avons la qualité de vie d'un côté, nous sommes en campagne, et de l'autre, les possibilités technologiques qu'a le Pays de Rennes. Depuis fin 2013, c'est Mégalis qui pilote le déploiement de ces armoires à haut débit en Bretagne.
Mégalis, c'est un syndicat mixte regroupant la région, les départements et des communautés de communes. Sa mission est de câbler toute la Bretagne en fibre optique, d'apporter le très haut débit Internet là où les opérateurs privés ne veulent pas aller. Alors, nous accueillons sur ce plateau Patrick Lijour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes vice-président de la communauté de communes du Creuse-Bray, je le rappelle, chargé du dossier du numérique. On va faire un petit point sur le calendrier. Donc, ce déploiement de réseau, il se passe en 3 phases. On est quasiment à la fin de la première phase, vous le voyez, qui se déroulait entre 2014 et 2018. Cette première phase a permis finalement de fibrer les villes moyennes de Bretagne. Certaines zones rurales aussi ont obtenu la fibre, d'autres des opérations de montée en débit, comme on l'a vu dans le reportage précédent. Thomas Renaud, quelles sont les différences finalement entre la fibre jusqu'à l'abonné et la montée en débit, et pourquoi on a ces 2 options? Alors, l'enjeu du projet, c'est de reconstituer un nouveau réseau de télécommunications qui va être capable de suivre les besoins d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'est déployer un réseau de fibre optique de bout en bout. C'est-à-dire depuis le central, là où les opérateurs sont présents et là où ils mettent leurs appareils pour injecter le signal, jusqu'au domicile. La problématique du réseau cuivre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est que le signal qui part du central vers l'abonné sur le réseau du fil téléphonique, eh bien, il y a de la perte, de l'atténuation en fonction de la distance. Et quelqu'un qui se situe à plus de 5 km du central, donc en zone rurale, va avoir un débit très faible, voire impossible, inexistant. Le principe de la fibre optique, c'est qu'on n'a pas d'atténuation grâce à cette technologie qui fait passer de la lumière dans un câble plutôt que de l'électricité. Quelle que soit la distance ? Quelle que soit la distance, on peut faire 15-20 km sans perte d'atténuation, sans perte de débit. Quelqu'un qui sera en secteur hyper rural aura le même débit que quelqu'un qui sera en secteur urbain. C'est ça vraiment l'intérêt majeur de cette technologie. Donc la montée en débit par rapport à la fibre optique, la montée en débit telle qu'on a pu le voir dans le reportage à Gare, c'est comment on améliore la situation sur le réseau cuivre. Alors non pas en rapprochant les gens du central, mais en créant des petits centraux à proximité des habitations, donc ce qu'on appelle des NRA-MED, pour apporter, les matériels à proximité des habitations et donc réduire la distance entre l'abonné et l'endroit d'injection du signal. Pourquoi ne pas finalement installer la fibre chez l'abonné partout tout de suite plutôt que de faire cette opération intermédiaire? Alors ces opérations intermédiaires, elles ont été faites dans des endroits où c'était le plus pertinent techniquement et financièrement. Donc il y en a eu 174 réalisées en Bretagne. La dernière a été mise en service tout début 2016. Ça a permis quand même à 50 000 foyers de voir leur débit considérablement amélioré. Cependant, ces habitants-là devront être ensuite passés en fibre optique et le seront dans les prochaines phases de déploiement. Pourquoi ne pas les avoir passés tout de suite en fibre optique? Parce qu'on l'a bien vu, ça demande beaucoup de temps, le déploiement de la fibre, qu'il y avait des urgences à traiter, donc on les a traités de cette manière-là, et aussi parce que cette technologie de montée en débit était adaptée à leur situation. Bien évidemment, l'enjeu maintenant, dorénavant, c'est se concentrer sur le déploiement de la fibre en investissant dans les territoires et en priorité sur les territoires où les débits sont les plus faibles aujourd'hui. Loïc Chenet-Girard, durant cette première phase de travaux, il a été choisi de poser le même nombre de lignes dans les villes que dans les campagnes. C'est un choix politique ? C'était un choix des élus, effectivement, de se dire qu'il fallait maximiser le nombre de prises à l'ouest, parce que vous voyez bien qu'il y a un débat sur notre capacité à équilibrer notre Bretagne, en sorte que chacun ait un accès au débit. Et puis nous avions en parallèle la discussion sur la LGV qui permet de desservir toute la Bretagne, mais qui permettent d'accélérer le temps à Rennes, d'accélérer le temps à Brest et à Quimper, mais qui génère un débat par rapport à ce besoin encore d'accélérer et d'aller vers les 3 heures à la pointe bretonne. Et donc nous avons fait le choix, de prioriser d'abord l'ouest, même si nous avons aussi déployé à l'est, en termes d'équilibre. Et le deuxième choix, ça a été de dire que pour une prise dans les petites villes ou les grands bourgs, il fallait déployer une prise dans les zones très rurales, dans les hameaux, dans les campagnes. Patrick Lijour, ce principe d'égalité, un petit peu, une prise en ville pour une prise en zone rurale, c'est un bon choix? Alors, tout d'abord, je voudrais quand même remercier Mégalis, puisque sans le syndicat mégaliste, il n'y aurait pas eu dans nos zones rurales, il y aurait eu en tout cas énormément de zones blanches. Et cette prise en compte de la problématique rurale est importante et on est très satisfait, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire,
à la fois de l'accompagnement du président Mégalis, mais également des services qui gèrent l'organisation et le déploiement de la fibre optique. Alors, effectivement, un des problèmes qui se pose, c'est de savoir sur quel principe on se base pour le déploiement de la fibre optique. Si on s'en tient au principe d'égalité, on met tout le monde sur une même ligne de départ. Et alors, ça vous convient ou pas ? Alors, ça ne me convient pas complètement, puisque ce qu'on prône, nous, dans nos zones rurales, et plus particulièrement sur la communauté de communes du Kreisbreizh, et j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer un peu pourquoi, ce qu'on prône, nous, c'est plutôt un principe d'équité. C'est-à-dire qu'on part réellement de nos besoins. Alors, ça changerait quoi ? Si vous prenez ce principe d'équité, qu'est-ce que vous demanderiez ? Ce qu'on demande, c'est que... Alors, tout simplement, je vais vous donner quelques chiffres, si je peux me permettre. La première tranche de travaux, c'est 980 000 euros d'investissement. La deuxième et troisième tranche de travaux, c'est 5 millions, un peu plus de 5 millions d'investissement. Des petites communautés rurales comme les nôtres n'ont pas la puissance financière ni la capacité financière pour pouvoir répondre à ces attentes. Or, il faut partir aussi d'un postulat de base qui est extrêmement simple, c'est que contrairement aux images qu'on peut, aux interprétations qu'on peut avoir par rapport aux habitants des zones rurales, ils sont parfaitement au courant de l'intérêt, autant que les habitants des zones urbaines, ils sont parfaitement au courant de l'intérêt du déploiement de la fibre sur les territoires. Nous, ce qu'on demande, on a des atouts à faire valoir, à la fois sur le plan économique, puisqu'il y a quand même, c'est un secteur très agricole, et l'agriculture est en perpétuelle mutation. Ce que vous demandez, c'est une aide financière, alors, si je comprends bien. Vous avez parlé de... Personnellement, je ne demande pas d'aide financière, mais je demande qu'on revoie un petit peu le logiciel sur la manière dont on peut accompagner les zones rurales comme les nôtres. En tout cas, évidemment, je ne vais pas vous apporter de réponse immédiate, parce que ça devra faire certainement l'objet d'une discussion au sein de Mégalis. Alors, l'attente dans les zones rurales, elle est énorme. On a demandé justement aux internautes s'ils estiment le très haut débit indispensable dans leur zone rurale. Je vous propose de regarder leurs réactions. Économiquement parlant, ils estiment que c'est un frein de ne pas avoir du très haut débit. On nous parle aussi de désert médical, désert des services publics, frein à l'installation des entreprises. Un tableau vraiment noir finalement des zones rurales. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la fibre optique, elle est censée répondre à toutes ces attentes ? Elle ne répond pas à toutes les attentes, mais c'est une solution miracle. Elle permet aux élus du territoire, aux entrepreneurs de territoire, d'apporter de nouvelles réponses. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accueil de nouvelles populations dans nos territoires, c'est un outil indispensable. Le Kreisbreizh, s'il n'y a pas demain la fibre, c'est un territoire qui ne pourra pas assumer ses responsabilités et les élus du Kreisbreizh ne pourront pas proposer de nouvelles solutions. Donc nous avons besoin de le faire. Et sur le Kreisbreizh, il y a encore des discussions à avoir certainement, puisque 5 millions d'euros pour le Kreisbreizh, c'est très lourd et c'est la part qui revient à la communauté de communes. Mais il faut savoir que le coût de déploiement sur le Kreisbreizh, c'est 25 millions. Et donc les départements, l'Europe, l'État, la région apporte 20 millions. Il reste effectivement 5 millions à la charge du Kreisbreizh et cela, c'est un sujet. Mais tout le monde est d'accord, vous le voyez, pour dire qu'il est indispensable de déployer cette fibre et demain de permettre ces nouveaux usages dont beaucoup, nous ne les connaissons pas encore. Beaucoup de ces usages-là, ils ne sont pas encore connus, ils sont encore dans les labos, ils sont encore dans la tête de jeunes gens qui sont même peut-être encore à l'école. Alors on va justement revoir le coût d'une prise, parce que c'est vraiment un objet de débat. La prise coûte cher lors du montant jeu financier de ce plan très haut débit. Le coût moyen d'une prise a été évalué à 2 000 euros, dont 445 sont à la charge des communes. 445 euros par prise pour les communautés de communes, c'est trop cher selon vous ? Alors, pour une communauté de communes comme le Kreisbreizh, qui réunit toutes les caractéristiques de l'hyper-ruralité telle qu'elle a été définie par le sénateur Bertrand, effectivement, nous n'avons pas la capacité financière pour pouvoir répondre à ces... Ça représente quoi comme budget ? Sur la deuxième et troisième tranche, c'est un budget d'un peu plus de 5 millions d'euros. La première tranche, 980 000 euros, et autrement, les deux tranches à venir, un peu plus de 5 millions d'euros. Monsieur Chéné-Girard, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces communautés de communes justement à investir dans cette fibre optique ? Comme je disais tout à l'heure,
millions d'euros, c'est la part qui revient au Crèse-Brest sur un budget global pour couvrir le Crèse-Brest et donc réaliser 15 000 prises de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, donc il y a 20 millions pris en charge par l'Europe, l'État, la région et les départements. Ce qu'il faut se dire, et c'est peut-être la clé, c'est que nous investissons, cela a été dit tout à l'heure, pour un réseau qui va vivre 50 ans, minimum. Et peut-être que c'est l'une des clés qu'il va falloir regarder avec le Crèse-Brest, avec la Caisse des dépôts, avec les différents financeurs pour trouver des solutions qui permettront d'absorber ce coût pour une communauté de communes qui a bien d'autres missions à assumer, notamment dans ce territoire rural, hyper rural, en tout cas ce territoire dans lequel il y a de la vitalité qu'il convient de conforter. Il y a un enjeu d'attractivité, très clairement. On a demandé à nos internautes, on leur a posé cette question simple, habiteriez-vous dans une zone avec une mauvaise connexion Internet ? On peut voir leurs réponses. Il y a d'abord ceux qui y habitent actuellement et qui se sentent exclus du monde, carrément. C'est quand même fort comme des déclarations. Et puis ceux qui regrettent aussi, se disent qu'ils auraient peut-être dû aller ailleurs ou du moins dans un logement fibré. À la lecture de ces réactions, on comprend que la fibre optique, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Dans l'économie numérique, les communes rurales peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. On va regarder un petit exemple à Lagacy, où on se rêve là-bas, un petit peu en Silicon Valley. Si ce territoire s'agite aujourd'hui vers le numérique, c'est grâce à cet homme, aujourd'hui à la tête d'Ubisoft, un des leaders mondiaux du jeu vidéo. Et si pour Ubisoft, tout a commencé dans le Morbihan, c'est à Malétroit qu'il a décidé d'implanter la première nurserie numérique il y a 3 ans. Il est important que nous fassions partie de la Silicon Valley mondiale. Donc qu'elle soit bretonne, très bien. Ce serait vraiment dommage que la Bretagne ne suive pas. Et très clairement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la Bretagne suit très très bien. La preuve par l'exemple. Bastien Marc vient de créer une start-up avec son frère. Il présente pour la première fois son projet au patron d'Ubisoft. Voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme l'image de base 2D à laquelle on ajoute des informations de profondeur et de jaillissement pour produire de la 3D et des images. Là, ça tient du génie, puisqu'il s'agit d'une équipe de peu de développeurs. Vous avez sur notre territoire une société qui s'appelle la Tour Azur, qui a réussi à faire de la 3D sans lunettes, alors que les plus grands opérateurs de technologie de ce monde, donc effectivement Samsung, pour l'instant ne savent pas afficher de la 3D sans lunettes. Donc le talent vient de tous les territoires. Si certaines de ces startups connaîtront une ascension fulgurante, la plupart deviendront des TPE ou des PME. Le pari, qu'elles créent de l'emploi sur cette province gauloise, est aussi une tentative de rééquilibrage des territoires à un moment où tout semble se jouer dans les métropoles. On vient juste donc de le voir dans ce reportage. Les technologies Internet sont une chance à saisir pour les territoires ruraux. J'imagine que c'est l'analyse aussi qui a été faite au sein de Mégalis. Est-ce que vous y voyez un potentiel de développement économique, de transformation économique des territoires ruraux ? Mais c'est une condition indispensable à la transformation numérique au cours de notre économie. Toutes nos entreprises sont en train d'intégrer des technos qui nécessitent du débit. Et puis, c'est nécessaire aussi pour l'innovation de demain. Vous prenez un exemple à Lagacy. Les hommes et femmes qui créent leur entreprise aujourd'hui de Lagacy créent des entreprises qui sont directement utilisatrices des meilleures technologies et donc qui ont besoin des meilleurs flux pour pouvoir fonctionner et faire leur chiffre d'affaires depuis Lagacy avec l'ensemble du monde. Mais vous pouvez prendre aussi des entreprises dans l'agroalimentaire. Si vous allez à Pouldreuzic, le groupe ENAF à Pouldreuzic attendait sa fibre avec impatience, a aujourd'hui une connexion en fibre optique et c'est indispensable pour ses commandes, c'est indispensable pour l'ensemble de ses flux de données et c'est indispensable aussi pour le fonctionnement de sa ligne de production. Vous voyez bien qu'on peut être dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire et avoir besoin de la fibre ou dans les nouvelles technologies et avoir tout aussi besoin de la fibre. De Thomas Renaud, qu'est-ce que ça apporte, la fibre aux entreprises ? C'est une plus grande efficacité logistique, je ne sais pas, qu'est-ce que ça leur apporte vraiment ?
Alors les premiers retours d'expérience qu'on a pu voir sur les zones sur lesquelles on a déployé la fibre optique, les petites entreprises nous indiquent que très clairement, en termes de confort, déjà de performance, je dirais, de travail, c'est beaucoup plus important pour elles. Il y a également des notions de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise nous disait qu'elle faisait pas mal de chiffre d'affaires sur Internet, mais que son système d'information était sauvegardé une fois par jour, la nuit, parce que sinon, ça n'allait pas assez vite dans la journée et ça venait pénaliser le travail au quotidien. Là, maintenant, ils peuvent le sauvegarder toutes les heures. Et donc, en cas de problème sur leur informatique, eh bien, en moins d'une heure, ils sont de nouveau opérationnels. Donc, ce qu'il faut voir aussi sur cette technologie fibre optique, c'est qu'au-delà de réceptionner beaucoup d'informations, on va pouvoir en envoyer également beaucoup. On a de la symétrie. Ce qui n'était pas possible, et ce qui n'est pas possible aujourd'hui sur le réseau cuivre, à des débits aussi importants. Donc, c'est un point extrêmement important pour les entreprises. Pour le partage d'informations, la transmission de documents. Pour l'envoi, on pense à un artisan qui va envoyer des plans. Vous voyez tout à l'heure un artisan dans le reportage. Voilà, ici, il va envoyer des plans à des clients, il va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement. Les photos, la vidéo, on voit bien que l'image est de plus en plus dans notre quotidien, que ce soit dans le monde professionnel, la vidéo, dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine, bien sûr, des particuliers. Donc on voit que là, il est important de pouvoir avoir un tuyau qui puisse envoyer également beaucoup d'informations et pas seulement en recevoir. Patrick Lijour, on a vu là dans le reportage ce qui se passait à la Gacilly, à Malet 3 aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour des start-up. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que le Kreisbreeze aussi se rêve un petit peu en Silicon Valley? C'est des exemples dont vous comptez vous inspirer? Il y a des entreprises, effectivement, qui ont construit leur réussite sur justement le travail sur tout ce qui est autour du numérique. Il y a aussi des entreprises comme Aeronet, par exemple, qui travaillent avec donc les services de l'armée, avec les aéroports, etc., qui ont besoin de haut débit montant et descendant, comme le précisait M. Renaud, et en constante et de manière constante. Et il y a également, pour ce qui concerne, par exemple, le monde agricole, il n'y a plus quasiment une seule exploitation agricole qui n'a pas son ordinateur. Dès l'instant où il y a la robotisation qui s'installe dans les campagnes de manière très développée, plus les engins connectés, toutes les machines agricoles connectées, on est dans un besoin très fort de débit, y compris sur nos zones rurales. Vous le constatez chez Orange, ce besoin très fort de débit, cette nécessité, ce fameux data qui... Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, on voit l'augmentation, on voit que ça double quasiment chaque année, donc on a besoin de réseaux de plus en plus puissants, ça c'est très clair. Et puis on voit aussi, et votre reportage est symbolique, puisqu'il y a presque un an jour pour jour, avec Loïc Chenet-Girard et Jean-Yves Le Drian, on a presque raccordé... pas nous-mêmes, mais presque raccordé le premier client à la Gacilly à la fibre. Et on a pu voir sa réaction, et notamment lui, sa capacité, puisque en tant que contributeur au festival de photos, c'était une ouverture sur le monde qu'il n'avait pas de communication, notamment oui, parce que les photos, c'est des gros charger et échanger des fichiers, c'était très important. Et donc je tiens vraiment à le dire que cette appréhension, c'est vraiment très important pour les campagnes, pour l'activité économique des entreprises qui s'installent, parfois des auto-entrepreneurs ou de plus petites structures, de start-up hébergées à la nurserie numérique, et puis pour le particulier en tant que tel. On voit fleurir sur des annonces immobilières maintenant le fait qu'un bâtiment, une maison, un appartement est fibré ou non. C'était vraiment un critère important, puisque si tout le monde n'a pas la possibilité d'habiter à côté de son travail, il y a aujourd'hui des modes de travail, des organisations du travail qui se diversifient. Par exemple, faire du télétravail, 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, va permettre à des personnes de rester, vivre. Ils vont continuer à vivre à la campagne ou ils vont s'installer à la campagne tout en pouvant travailler chez eux à distance. Donc pour les équilibres du territoire, je pense que le très haut débit est vraiment majeur aujourd'hui sur la Bretagne. L'attractivité des territoires. Et bien justement, ça coûte combien le très haut débit finalement pour un particulier, une entreprise? Alors le très haut débit déjà, c'est le même prix à la campagne et à la ville. C'est important, cette péréquation. On ne fait pas porter au client de la campagne, parce que son réseau aurait coûté plus cher, le différentiel de prix par rapport à la ville. Il y a une vraie égalité de traitement du client. Pour Orange, un client paye le prix de l'offre normale est autour de 39 €, et il coûte à peu près, le différentiel de prix est supérieur de 5 € à la DSL. La plupart du temps, et c'est le cas des opérateurs aujourd'hui, dans nos offres promotionnelles, le coût de la fibre est exactement le prix de la DSL et commence à 20 € par mois. Et en plus, ce qui est aussi important, des frais de raccordement, en ce moment, les frais de raccordement, qui sont de l'ordre, qui est le frais réel de raccordement de 149 €, sont aujourd'hui offerts par l'opérateur Orange. Donc de passer
de la DSL à la fibre aujourd'hui n'est l'objet de quasiment aucun surcoût. En revanche, en qualité d'usage, en développement des usages, ça va être une vraie révolution dans un foyer ou dans une entreprise. Si on se projette un petit peu aussi sur l'avenir, on fonde beaucoup d'espoir sur la télémédecine pour les communes rurales, notamment pour pallier aux déserts médicaux. Est-ce qu'on a déjà des exemples de choses qui pourraient fonctionner dans ce domaine ? Oui. Et pas que dans les milieux ruraux, partout nous avons besoin de très haut débit pour la médecine. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, certains spécialistes ont besoin d'échanger avec des confrères à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, et qu'on soit au CHU de Rennes ou dans une commune plus rurale, on a besoin de débit pour pouvoir échanger les données, que ce soit des radios, des données, des photos ou autres. Et nous avons aussi une organisation de la médecine qui intègre ces nouvelles technologies et qui, dans les maisons médicales, dans nos communes plus modestes ou rurales, ont aussi besoin de débit, et on voit bien là qu'il va y avoir de nouvelles solutions apportées. Et si on pousse encore plus loin, avec tous les sujets aujourd'hui d'intelligence artificielle et tous les sujets en réflexion par rapport au diagnostic, à l'autodiagnostic, nous allons avoir des systèmes qui pourront, à domicile, apporter un premier niveau de réponse, connecté encore une fois au monde médical, mais cela est en train de s'inventer. La fibre, elle, sera déjà prête lorsque ces nouvelles technologies vont se déployer. C'est quelque chose dont on vous parle Oui, absolument. Notamment dans les EHPAD, par exemple. C'est un outil qui est très souvent utilisé. Les jeunes médecins qui s'installent justement dans les maisons médicales utilisent, échangent avec leurs confrères, soit en université, soit dans les CHU. Et donc c'est effectivement un outil qui devient aussi courant que le stéthoscope du siècle dernier. Un petit mot sur l'enjeu éducatif pour finir. Le raccordement au réseau des collèges et lycées donc, est prioritaire. Pourquoi ce choix ? C'est un choix que nous avons fait il y a 6 mois maintenant, de booster l'ensemble des connexions des collèges et lycées de Bretagne en lien avec les 4 départements bretons. On appelle ça le débit confortable, parce que dans chacun des cas, il y a soit besoin d'une fibre, soit besoin d'autres technologies, parce que nous sommes dans des villes où il y a déjà de la DSL ou du VDSL qui permettent d'apporter un débit confortable à l'établissement. Et donc nous avons besoin, en parallèle de ce travail qui est quasiment bouclé, de travailler par contre dans nos établissements. Parce que les établissements, année après année, ont vu des couches de techno se déployer pour pouvoir connecter les salles. Et il faut souvent intervenir dans des lycées ou des collèges qui sont très étendus pour que la fibre n'arrive pas, ou que le haut débit n'arrive pas seulement à l'entrée, à l'accueil, mais puisse se déployer dans l'ensemble de l'établissement. C'est l'enjeu aussi que nous sommes en train de relever. Et c'est le principe de l'égalité aussi des chances pour tous, de l'accès aux technologies pour l'éducation. Bien, merci à tous. C'est la fin de ce débat sur le très haut débit en Bretagne. Dimanche prochain à 11h, vous retrouverez votre émission Dimanche en politique, présentée par Éric Pinault. Il accueillera Agnès Lebrun, maire Les Républicains de Morlaix et vice-présidente de l'Association des maires de France. Si vous souhaitez revoir ce débat, rendez-vous sur le site internet de France 3 Bretagne et n'hésitez pas à nous faire part, bien entendu, de vos réactions via Facebook ou Twitter. On est connectés. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. À suivre maintenant votre journal régional présenté par Stéphanie Laprousse. Bon dimanche à tous.